Bonjour Élise Lebrun, vous êtes Bonjour. spécialiste de la question des HPI, au potentiel intellectuel, vous êtes psychologue et psychothérapeute au Luxembourg. Merci d'avoir accepté de collaborer avec nous sur ce projet. Dans le cadre de l'APF, l'Association luxembourgeoise des professeurs en freelance, nous avons des interrogations, notamment dans la prise en charge de ce type de profil dans des cours individualisés. Alors, pour mieux baliser le terrain, est-ce que vous pouvez nous dire ce que n'est pas un individu HPI ou surdoué? Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de mythes et de fausses idées à propos de ce que c'est un adulte ou un enfant surdoué. Le premier, je pense, c'est qu'on croit toujours que ce sont des premiers de classe. Alors il y en a, mais pas tous, loin de là. On peut penser aussi que ce sont des personnes qui réussissent tout très facilement, qui comprennent tout très facilement, qui n'ont pas de points faibles. On peut penser aussi que ce sont des génies, alors il y en a, mais c'est pas la majorité. On peut croire aussi que ce sont des personnes qui n'ont aucun problème dans la vie, qui s'en sortiront toujours. Tout va bien pour eux, que ce soit à l'école, au travail, dans leur famille. Souvent, quand je dis que je suis psychologue pour les personnes à haut potentiel, on me dit quoi, mais ils n'ont pas de problème. Bah si, justement. On dit souvent aussi que c'est une mode et que le haut potentiel en fait n'existe pas. Ça, on l'entend aussi de plus en plus. C'est sûr qu'il y a un phénomène de mode, mais ils existent bel et bien. C'est vraiment des personnes qui ont un mode de fonctionnement différent et qui est maintenant scientifiquement prouvé. Donc voilà. Et je pense aussi à un mythe qui est très fréquent chez les enfants au potentiel, c'est que souvent on entend des gens dire c'est à cause des parents qui ont trop stimulé leur enfant que l'enfant est comme ça. Donc ça signifie qu'un haut potentiel peut être un apprenant avec des difficultés. Tout à fait, oui. D'autant plus qu'on peut avoir un haut potentiel et des troubles associés comme des troubles de l'attention ou des troubles de l'apprentissage, tous les troubles dyslexie, dyspraxie, etc. On peut être à haut potentiel, avoir tout le mode de fonctionnement, mais aussi avoir des points faibles. Ça, c'est certain. Donc ça, c'est vraiment cette idée reçue qu'on doit combattre, parce que la plupart des enseignants ont l'impression qu'un HPI, c'est quelqu'un qui va briller par son intelligence, mais ce que vous semblez dire, c'est qu'on peut avoir une proportion de ce type de profil qui va être en échec. Tout à fait, oui. Dans les livres, ils disent que c'est 30%, mais bon, c'est pas très validé scientifiquement comme pourcentage, mais il y en a qui sont en échec, effectivement, qui en tout cas ont beaucoup mal à réussir à l'école. Cette idée d'échec, du moins le fait de ne pas réussir dans un système normé qui est le système scolaire, comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est parce qu'ils ont une manière de penser qui est différente d'un individu lambda? Il peut vraiment y avoir une multitude de raisons, et là, aujourd'hui, je vais en oublier, c'est sûr. Bon, effectivement, à la base, c'est un mode de fonctionnement qui est tellement différent, qui ne colle pas à la norme scolaire, à ce qu'on attend. Les enfants potentiels, ils ne rentrent pas dans le moule, pas du tout. Donc, ça peut coincer. Ils ont surtout un rythme d'apprentissage qui est plus rapide, et donc ils peuvent s'ennuyer, par exemple, par toutes ces multiples répétitions dont les autres enfants ont besoin, mais eux, ils ont quand même besoin de moins de répétitions. Donc s'ils s'ennuient, ils vont commencer à décrocher, voire vraiment à décrocher scolairement et à ne plus du tout s'investir. Ça peut être une des raisons. L'autre raison, ça peut être aussi tout le côté relationnel, où là aussi, le fait qu'ils soient tellement différents peut créer une souffrance par rapport aux autres enfants de leur âge, qui crée là aussi des difficultés scolaires. Ça peut être des enfants qui vont prendre énormément de place en classe, qui vont poser énormément de questions, un peu dans tous les sens. Il faut pouvoir les canaliser, qui vont remettre un petit peu en question mais pourquoi est-ce qu'on doit apprendre ça, quel sens ça a. Voilà, ça peut déstabiliser les enseignants. Alors, ce que j'entends ici, c'est dans un système purement scolaire et avec les enfants. Mais en tant qu'enseignant indépendant, on travaille avec des enfants, c'est une petite partie de notre activité, mais on peut aussi travailler, en fait la plupart du temps on travaille avec des adultes, et en particulier au Luxembourg, nous sommes dans un contexte plurilingue, et l'apprentissage des langues intervient tout au long d'une vie. Et nous avons, en tant que formateur indépendant, beaucoup d'adultes. Donc, la question, en fait, que je me pose et que je suis sûre que beaucoup de formateurs peuvent se poser, c'est lorsqu'on est enfant HPI, est-ce qu'on arrête de devenir HPI à l'âge adulte ou est-ce qu'on continue à être HPI à l'âge adulte?
Qu'est-ce qui se passe avec l'âge adulte? Oui, ok. Alors, on est avec un cerveau HP ou pas. On est avec et on le garde toute sa vie. Et ce mode de fonctionnement, on le garde toute sa vie. D'où le fait que je n'utilise pas non plus les termes de précoce. Parce que là, ça induirait qu'à un moment donné, on rentre dans la norme. C'est pas le cas. On reste HP toute sa vie. On reste un adulte apprenant aussi avec un haut potentiel. Et qui a aussi alors ses spécificités. Alors, l'autre question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut découvrir tout au long de sa vie qu'on est HPI? Oui, tout à fait. À n'importe quel âge, je reçois des adultes maintenant. Comme c'est un sujet à la mode, les adultes en entendent parler et se disent mais mince, c'est un peu l'histoire de ma vie. Et donc ils viennent. Là, la semaine dernière, j'ai encore testé une personne qui avait 54 ans. Donc à n'importe quel âge, on peut se découvrir à haut potentiel et passer un test de QI à partir de 2 ans et demi jusqu'à la fin de la vie, on peut passer des tests de QI et avoir un diagnostic valide. Donc, Est-ce qu'à votre avis, est-ce qu'il y a des personnes qui s'ignorent être HPI, mais qui soit ne pensent pas à faire justement un test, parce que pour eux, ils ont l'impression de ne pas être dans cette catégorie, ou ils ont peur de ce test? Est-ce que vous avez l'impression que ça, c'est une réalité? Oui, parce que les personnes à haut potentiel sont des personnes souvent qui doutent beaucoup d'elles. Malheureusement, c'est un peu contradictoire, mais elles sont tellement lucides sur tout ce qu'elles ne connaissent pas, j'ai envie de dire, mais pas sur tout ce qu'elles connaissent. En général, c'est un peu ça. Elles sont tellement sensibles que la confiance en elles est quand même assez souvent fragile. Et donc oui, il y en a plein qui n'osent même pas s'imaginer qu'elles peuvent être à haut potentiel, alors qu'elles le sont. Alors, vous avez parlé de caractéristiques donc d'extra-lucidité, de sensibilité, d'ennui. Sont des caractéristiques qui sont importantes, notamment dans la prise en charge en suivi individualisé, j'entends dans un parcours enseignant. Oui. Ma prochaine question, c'est toujours liée à cette thématique. En tant que formateur, et en particulier quand on est formateur indépendant et qu'on suit un apprenant de tout âge en parcours individualisé, donc en cours en face à face, à quoi doit-on être attentif? Bon, l'hypersensibilité, ça c'est sûr. Ce sont des personnes qui sont souvent très perfectionnistes et qui peuvent avoir une peur de l'échec qui est paralysante, qui peut être paralysante. Ça, il faut y être attentif. Ils ont un grand besoin d'avoir des feedbacks positifs sur leurs avancées, leurs apprentissages, et un grand besoin d'être rassurés. Il peut arriver aussi que ce soit des personnes comme ils ont vécu une scolarité qui peut être facile, où ils n'ont pas vraiment dû développer leur sens de l'effort, apprendre vraiment la persévérance, ça peut être quelque chose qui est difficile pour eux. Ils ne sont pas habitués à être face à des choses vraiment difficiles et où il leur faut du temps pour pouvoir apprendre et retenir les choses. Ce sont des personnes après qui ont une très grande rapidité de compréhension. Ça, c'est vraiment quand même un élément clé dans le diagnostic du potentiel, c'est la rapidité. Et donc, pas besoin de 36 000 répétitions. En général, ça peut aller très très vite. Leur fonctionnement vraiment cérébral, leur mode de pensée est un mode de pensée en arborescence. Alors que la plupart des gens ont un mode de pensée qui est plus linéaire, où une idée va en entraîner une autre, qui va en entraîner une autre. Là, le mode de pensée en arborescence, c'est vraiment une idée peut directement en entraîner plusieurs autres, et chacune de ces autres idées va encore en entraîner d'autres. Donc voilà, ça peut amener à beaucoup de créativité, mais ça peut aussi amener à un manque de structure, à un manque d'organisation, et on peut se perdre aussi dans toutes ces idées. Ce qui me semble très important aussi quand on est un enseignant, c'est que pour les personnes à haut potentiel, ce qui va être le plus important, ce qui va être extrêmement important, c'est vraiment le relationnel avec l'enseignant. Ce sont des personnes qui fonctionnent à l'affectif. Donc s'ils ne se sentent pas bien avec l'enseignant, ils ne vont pas pouvoir apprendre. S'ils sentent que l'enseignant n'est pas vrai, n'est pas authentique ou n'est pas suffisamment compétent aussi, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est vraiment quelque chose où il faut, je pense pour l'enseignant, il faut en tout cas y accorder de l'énergie et du temps pour que cette relation puisse s'établir positivement. Dans le cadre de cette interview, on ne va pas creuser en
profondeur la thématique en groupe classe, parce que même si on peut intervenir en groupe classe, cette fois-ci, on va privilégier plutôt l'aspect individualisé. Donc, rapport à l'aspect relationnel, on a du coup cette grande liberté, c'est-à-dire que si par exemple l'apprenant ne se sent pas à l'aise avec son enseignant, son formateur, dans ce cas-là, il est préférable qu'il change tout de suite. Je dirais que ça dépend des situations. Je pense qu'en tout cas, il faut peut-être d'abord en parler, pour voir ce qui coince. D'accord. Mais parfois, oui, il faut changer parce que je me dis, si le mode de fonctionnement intellectuel de l'enseignement est tellement différent de celui de la personne au potentiel, est-ce qu'on peut créer des petits ponts entre les deux ou est-ce que c'est pas possible ? D'accord, donc pour être synthétique, si on perçoit en tant qu'enseignant une difficulté relationnelle, que ce soit avec un apprenant HPI ou en général, dans ce cas, il vaut mieux déléguer et dire voilà, il y a d'autres personnes, allez voir ce qui se passe ailleurs et puis peut-être que ça se passera mieux. Il faut pas forcément se formaliser. Le relationnel est important. Après, avant de déléguer, je pense qu'il faut d'abord en parler. Quand on est enseignant, c'est toujours assez difficile, ou du moins pour certains, on est notre savoir ou nos compétences remises en cause. Donc si une personne HPI qui est dans son fonctionnement et qui apparemment fonctionne comme ça pour tout le monde, vient nous titiller ou vient nous poser des questions pièges, comment on peut appréhender ? Il faut déjà, la première chose, c'est comme vous dites très bien, c'est qu'il faut déjà comprendre que la plupart du temps, ce ne sera pas une forme de provocation ou d'agressivité qui est dirigée contre l'enseignant. Si par exemple un apprenant vous demande mais quel est le sens, pourquoi est-ce que je dois apprendre cela, ou d'où est-ce que vous tenez vos informations, c'est pas une remise en question, c'est ça qui est important de comprendre, c'est pas une remise en question de votre personne, c'est vraiment un besoin de comprendre les choses dans leur globalité, de comprendre le sens des apprentissages. Et puis aussi un besoin, oui, vous dites, de se rassurer par rapport au fait qu'il va pouvoir prendre des choses intéressantes avec cette personne-là et qui vont nous permettre d'avancer. Après, c'est sûr, quand on est enseignant face à une personne au potentiel, il faut avoir suffisamment de confiance en soi, j'ai envie de dire, pour accepter que parfois il va peut-être savoir des choses mieux que nous. Voilà. Intéressant, effectivement, de remettre les choses en contexte et de mettre les choses à distance en se disant que finalement, c'est pas la personne qui pose des questions, voire des questions un peu épineuses, c'est pas pour le plaisir de déstabiliser l'autre, c'est vraiment pour savoir si la personne est ouverte, si elle va le rassurer. Toujours par rapport à cette question d'authenticité et de vérité, j'imagine que si on a affaire à un HPI, si on dit je sais et que la personne se rend compte finalement que c'est pas ça. Quel est l'impact sur ce type de profil ? Elle s'en rendra compte parce que ce sont des personnes en général très intuitives, qui perçoivent énormément de choses et qui sentent énormément de choses, même si vous avez l'impression que vous avez pu bien mentir, on va dire, ou bien cacher votre jeu, en général ça se sent. Et les personnes au potentiel sont très douées pour ça, donc la conséquence c'est qu'elle va perdre confiance en vous. Et là, c'est vraiment dommage. Alors si vous pouvez lui dire, écoutez, ça, je ne sais pas, mais je vais me renseigner, ou on peut chercher ensemble, ou bien c'est votre petit devoir pour la prochaine fois. Voilà, elle peut tout à fait accepter que vous ne sachiez pas tout. D'accord. Oui, parce que du coup, vous savez, cette position que les enseignants ont pu avoir, mais c'était dans un schéma traditionnel paternaliste, où il y avait le dominant-dominé, c'est-à-dire celui qui sait et celui qui ne sait pas. Ça, clairement, de ce que vous venez de dire, une personne HPI va le rejeter en bloc. C'est pas aussi clair, mais c'est ce qui risque d'arriver. Oui, après, il y a des personnes HPI qui vont pouvoir tout à fait bien vivre avec. Faut pas non plus dire qu'il s'agit de 100% des personnes au potentiel qui fonctionnent comme ça, mais ça fonctionnera mieux en tout cas si on peut instaurer un climat plus de collaboration. Maintenant, depuis la dernière quinzaine d'années, avec l'arrivée d'Internet, on a plein d'autres sources d'informations, donc on risque d'être remis en question. Je prends mon exemple, dans mon domaine, même si je suis très spécialisée et que je travaille avec ça tous les jours, j'ai parfois des patients qui m'en apprennent ou des collègues qui m'en apprennent, et tant mieux. Mais il faut pouvoir l'accepter, ça c'est sûr. Cette idée de travail collaboratif, est-ce qu'on peut le faire avec un enfant ? Parce que là on parle d'un adulte, où c'est évidemment conseillé. Mais avec un enfant, même avec les adultes, ce sont souvent des personnes, de par leur mode de pensée en adolescence, qui ont vraiment besoin aussi qu'on les cadre et qu'on les aide à avoir une méthodologie, à avancer pas à pas, par exemple, des choses comme ça. Donc ça c'est rassurant, je pense, pour l'enseignant de le savoir, qu'il soit indépendant ou autre, parce que à vous entendre, on peut être déboussolé
C'est-à-dire en se demandant, mais finalement, moi, en tant qu'enseignant, je sers à quoi? Puisque j'ai une personne qui sait tout, qui veut tout savoir, qui est limite plus expert que moi. Mais dire qu'on a un rôle à jouer, du moins avec ce type de profil, dans la nécessité de donner une méthodologie. C'est ça? Oui. D'accord. Oui, vraiment. Ça, ce sera important, mais aussi, dans ce que vous venez de dire, vous ne serez pas face à une personne qui sait tout, mais une personne qui veut tout savoir, ça probablement, oui. Mais elle ne saura pas tout, je veux dire, surtout dans l'apprentissage des langues, enfin voilà. Mais par contre, elle va apprendre assez vite. Donc si on reste toujours dans cette idée, la pédagogie de la RC, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un cours magistral, c'est l'apprenant qui va dans un cadre bien défini, va aller faire des recherches et puis va refaire un retour à l'enseignant et ensemble, on va construire quelque chose où l'apprenant là est réellement actif. Est-ce que vous pensez que ce type de pédagogie est adapté à ce type de profil ? Je pense que oui, et bon, ça c'est plus un avis personnel, mais même de manière plus générale, je pense que ça peut être bénéfique pour tous les enfants, quel que soit leur profil. Mais effectivement, pour les personnes au potentiel, le fait de s'investir, d'être actif, vraiment dans la recherche et dans l'apprentissage, c'est tout bénéfice pour moi. Oui. Et là, je rebondis sur ce que vous venez de dire, c'est que cette méthode, celle-là ou bien d'autres, quand on s'intéresse à ce type de profil, on peut appliquer certaines choses, par exemple l'aspect relationnel, la bienveillance. J'imagine que ces personnes sont très sensibles à la bienveillance. Ce principe-là, on peut évidemment l'utiliser pour tout autre apprenant. Il y a certains auteurs, notamment Olivier Rébol, qui dit souvent que les personnes au potentiel sont des sentinelles, dans le sens qu'elles sont un petit peu, souvent une longueur d'avance. D'accord. Et que, effectivement, leurs besoins et ce qu'on peut mettre en place avec eux sont en fait des choses qui vont super bien fonctionner avec tout le monde. Comme vous disiez, la bienveillance, l'importance d'établir une relation de confiance, au rythme de la personne, enfin tout ça, ça fonctionne. Donc on peut considérer que c'est eux qui ouvrent la voie en termes d'éducation, puis on peut imaginer que ce qui marche chez eux va marcher à coup sûr chez les autres personnes. Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais peut-être. D'accord. Voilà, je ne serai pas aussi catégorique parce que là je manque de connaissances. Mais en tout cas, ces sources d'inspiration, ça mérite en tant qu'enseignant, en tant que formateur, de s'intéresser et de faire une auto-formation sur cette problématique, si on peut appeler ça une problématique. Spécificité, je dirais. Ça peut être un cadeau avant d'être un problème. Mais si en face d'eux, ils ont un enseignant ou un formateur qui n'est pas informé sur ce que représente être HPI, ça peut poser problème. C'est en ça que ça peut être problématique. Après, il y a des enseignants qui ont une capacité de s'adapter, même sans avoir besoin de mettre cette étiquette. Il y en a qui vont s'adapter à tous les apprenants qu'ils vont rencontrer, et donc à celui-là aussi. Mais c'est sûr que ça aide de le savoir, ça aide vraiment à comprendre beaucoup de choses, parce que le haut potentiel, on n'explique pas tout, mais ça explique beaucoup de choses quand même. Donc ça peut vraiment aider. Deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. La première chose, c'est quand on est enseignant, on a un panel d'apprenants. On peut pas comparer, mais disons qu'il y a des personnes qui sortent du lot sur des mêmes points. Alors nous, c'est pas à nous de faire un bilan, c'est pas à nous de poser un diagnostic. Donc qu'est-ce qu'on fait si on a un doute, peu importe l'âge que la personne a? Est-ce qu'il faut le prendre en frontal en disant écoutez, moi je crois que vous êtes HPI, ou comment il faut amener les choses? Est-ce que déjà il faut les amener? Est-ce qu'il faut se mettre en lien avec des professionnels tels que vous, spécialisés dans la question? Qu'est-ce qu'on fait dans les cas-là? Je pense qu'il faut en parler avec l'apprenant, mais il faut quand même que vous ayez récolté un certain nombre d'éléments avant d'en parler. Il ne faut pas vous baser que sur un ou deux indices, ça ne suffit pas. Enfin voilà, je pense qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Mais si vous avez plusieurs indices, plusieurs preuves entre guillemets, alors parlez-en avec l'apprenant évidemment. Si vous avez des doutes, vous pouvez prendre contact avec un professionnel comme moi ou d'autres qui font des bilans ou des choses comme ça, qui posent le diagnostic pour un petit peu vous conforter dans votre ressenti. Et puis, effectivement, le mieux à faire, c'est d'envoyer cette personne faire un diagnostic chez un professionnel, qui va être un diagnostic où on va utiliser un bilan QI pour vraiment avoir une mesure objective de ses capacités intellectuelles, et aussi toute une phase d'évaluation plus qualitative aussi des aspects émotionnels, relationnels, tout ce qui est affectif, tout ça, il faut aussi l'évaluer et prendre en considération ça dans le diagnostic. Et alors, est-ce que on peut louper un bilan de QI?
Oui, tout à fait, on peut louper. Dans l'autre sens, ça marche pas. Si on arrive au-delà de 130, il n'y a pas de doute, c'est qu'on y arrive vraiment. Par contre, on peut le rater si on est trop stressé, par exemple. Si on ne se sent pas suffisamment à l'aise avec la personne qui nous le fait passer, si on est malade, si on est dépressif, pour un tas de raisons. Et il faut vraiment être bien attentif en tant que professionnel dans quel état arrive la personne qui va passer les tests. On voit bien, et là c'est assez significatif, que une personne à haut potentiel a cette capacité du bon comme du pire, c'est-à-dire qu'elle peut s'auto-saborder en fonction des émotions si la personne ne maîtrise pas les émotions. C'est ça ? Donc, si on revient sur un plan purement pas scolaire, mais sur le plan d'apprentissage, où l'évaluation fait partie de la vie d'un apprenant, non pas pour le sanctionner, mais déjà pour voir où il se situe. L'évaluation, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Par rapport à ça, tout à l'heure vous parliez d'anxiété, de perfectionnisme, de peur de l'échec. Quand on prépare un apprenant, notamment en test de langue pour les professeurs, pour les formateurs en langue, alors en général, tous les apprenants ont un stress à l'idée de passer un examen, mais chez eux, ça peut être plus exacerbé. Nous, en tant que formateurs, en tant que facilitateurs, pour reprendre le terme du Glenois, on fait comment pour rassurer ce type de personnes ? Alors, je pense que c'est important déjà simplement d'être à l'écoute de leur stress et de ne pas minimiser cette angoisse qu'ils peuvent avoir, alors que même s'ils ont des compétences très importantes et que vous êtes certain qu'il va réussir ce test haut la main, l'angoisse peut quand même être réelle et très importante. Ça, il faut déjà simplement être à l'écoute de ça. Après, vous ne pouvez pas tout faire. Votre métier, c'est de lui apprendre les choses et vous n'êtes pas sophrologue ou psychologue. Voilà, aussi à lui de trouver les choses qui vont lui permettre de gérer ses émotions, quelles qu'elles soient, parce que l'hypersensibilité, il doit vivre avec toute sa vie. Et donc, il doit trouver des moyens pour la gérer. Donc, en aucun cas, si on est en face d'une personne HPI, ce ne serait pas lui rendre service si on décidait de ne plus l'évaluer, justement pour lui enlever le stress. Non, il faut quand même rester les pieds dans la réalité, et c'est aussi à la personne HPI de s'adapter au monde dans lequel on vit. Ouais. Donc l'évaluation, on maintient, mais on rassure. Très bien. Alors pour finir, quels sont les ouvrages ou quelles sont les informations que vous souhaitez recommander aux intéressés, aux formateurs qui souhaiteraient s'auto-former ? Et alors il y en a un qui est très court et qui peut être trop chouette pour une première approche, c'est « Je suis précoce, mes profs vont bien » de Elsa Autin-Pléros. Sinon un autre, c'est « Scolariser l'élève intellectuellement précoce » de Fabienne Ramon et Jean-Marc Louis, ou bien L'enfant surdoué, une proposition pédagogique de Jean-Daniel Lambert. Pour finir, on va revenir un peu à ce qui a été dit en termes de pédagogie. On a parlé de la classe inversée, enfin de la pédagogie de la méthode inversée. Quelles sont les autres pédagogies qui, à votre sens, sont plus adaptées pour une personne HPI ? Alors, de manière générale, face à un groupe, la pédagogie différenciée, évidemment, va être plus adaptée. Sinon, tout ce qui est mesures d'accélération, des mesures d'approfondissement pour permettre à la personne d'avoir suffisamment de nourriture intellectuelle, donc d'aller plus loin dans la matière abordée. Toutes les mesures d'enrichissement, sinon, où là, on peut élargir aussi, faire des liens avec d'autres matières, élargir à des choses qui ne vont peut-être pas être au programme et qui vont faire partie des centres d'intérêt de la personne. Il faut éviter trop de répétitions. Le travail à partir des intérêts, ça fonctionne assez bien parce que là, ils sont en général bien motivés, donc ça peut être intéressant. Juste une chose par rapport à la répétition, parce que nous, en tant que formateurs, quand on essaie de transmettre une information, une notion, il est important pour nous de s'assurer dans le but que l'apprenant mémorise, qu'il ait compris. C'est pourquoi l'enseignant ou le formateur a tendance à la répétition. Alors parfois on est moqué par nos apprenants, mais c'est nécessaire justement pour s'assurer que l'apprenant a bien compris. Alors j'ai bien compris qu'il fallait justement pas répéter à outrance, parce qu'il y a un risque de décrochage. Mais alors, comment fait-on pour s'assurer que la personne a bien compris ? Parce que vous avez dit aussi que c'est pas parce qu'il est HPI ou elle, HPI, qui comprend tout. Enfin, je pense que vos méthodes habituelles sont bonnes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui a un fonctionnement dans la norme a besoin de 8 ou 9 répétitions pour pouvoir intégrer la matière, alors qu'une personne à haut potentiel en a seulement besoin de 2 ou 3. Et c'est là où la différence. Après, pour s'assurer qu'il a bien compris, je pense que les méthodes que vous mettez en place
On peut l'utiliser même, je pense. Donc la reformulation peut être bien adaptée, c'est-à-dire qu'au lieu de répéter, on va demander à la personne, à l'apprenant, de reformuler avec ses propres termes pour savoir. Donc ça, c'est plus à préconiser. Oui, de les rendre acteurs de nouveau. Au lieu de faire 10 exercices où il faut mettre la fin du verbe pour être sûr qu'il a bien compris cette grammaire-là, de pouvoir lui demander d'écrire un texte en utilisant le passé dans son texte, enfin quelque chose comme ça, c'est beaucoup moins répétitif et ça demande plus de ressources intellectuelles et ça lui demande plus d'efforts intellectuels mais qui va correspondre lui à sa norme. Merci beaucoup Élise Lebrun pour avoir répondu à toutes ces problématiques. On va vous retrouver à l'automne 2017 en présentiel. Donc merci, au revoir.